On a été rejoint par Ève Auman. Bonsoir. Vous êtes cousine de victimes et d'otages du Hamas. Combien de personnes de votre famille ont été tuées lors des attaques du 7 octobre? Combien sont aujourd'hui otages, Ève? 2 ont été tués et 4 sont otages. C'est une même famille. Le papa et la grande fille ont été tués le 7 octobre et la maman et 3 des enfants sont otages. Ce sont des gens de votre famille proche, Oui, ce sont mes cousins. vos cousins. Et donc, évidemment, on a toutes ces nouvelles qui annoncent des négociations, peut-être une finalisation de ces négociations dans les prochaines heures. Est-ce que vous espérez, voilà, est-ce que vous espérez voir dans ceux qui sortiront, de ces otages qui sortiront, certains de vos proches? J'ai l'impression que la gestion de mes émotions est assez erratique, pour être tout à fait honnête. Jusqu'à il y a quelques heures, je n'y croyais pas du tout. Je me protégeais, je faisais en sorte de garder une distance avec toutes ces informations. Là, il y a très peu de temps, j'ai une petite lueur d'espoir et je m'accroche à ça tout en essayant de garder encore une distance. J'évoquais tout à l'heure ce qu'a vécu Joël Kaufmann, la femme de Jean-Paul Kaufmann à l'époque, qui a été prisonnier pendant plus de 1000 jours par le Hezbollah, avec des hauts et des bas. On passe par des phases d'espoir et de désespoir absolu. C'est ce que vous avez vécu depuis le 7 octobre, Ève? Oui, complètement. Complètement. On ne savait pas si les 4 membres qui n'avaient pas été retrouvés étaient otages ou pas. Je me suis prise à espérer qu'ils ne soient pas otages. Donc vous imaginez ce que j'espérais, j'ose même pas le dire, parce que j'imaginais le pire pour... il y a 3 enfants, de 9, 11 ans et 17 ans. Une jeune fille de 17 ans, donc j'imaginais vraiment le pire. Et puis tout d'un coup, on apprend qu'ils sont otages. Se réjouir qu'ils soient otages, c'est quelque chose que je ne pensais pas un jour vivre dans ma vie. Donc voilà, de la joie, parce que la vie prime surtout, de l'espoir. Et puis après, l'attente interminable. Et puis les Oui. aléas, les rebondissements, qui nous demandent d'avoir une certaine distance. Bien sûr, chaque jour, une nouvelle image que l'on voit d'otages emmenés par les gens du Hamas dans un hôpital. Et là, l'espoir ressurgit à chaque fois. J'imagine, tiens, et Oui, si c'était quelqu'un que je connais, de ma exactement. famille. Puis des otages morts aussi. Mhm. Il y en a 3 qui ont été retrouvés ou dont les vidéos ont été diffusées. Donc à chaque fois, est-ce que c'est les miens? Évidemment, à juste titre, c'est pas le nom qui est donné en premier, c'est un otage a été retrouvé. Donc là, il y a un sentiment d'angoisse et de désarroi immédiat. Et puis ce soulagement que ce soit pas eux, ce qui est horrible, c'est un sentiment qu'on veut pas non plus vivre. Je veux dire, c'est comme se réjouir de la mort de quelqu'un d'autre, c'est atroce comme sentiment. Et puis oui, à certains moments, un peu d'espoir. Un peu d'espoir, évidemment. Une trêve humanitaire serait dans les données de cette négociation, une trêve qui permettrait de faire sortir un certain nombre d'otages, notamment ceux qui sont malades, comme nous le disait Louis de Raquenel. C'est important, c'est ce que demandent aussi les familles des otages, qu'il y ait une trêve qui soit mise en place, ce que refusait jusqu'à présent Benjamin Netanyahou. Tout ce qui permettra de faire avancer les choses, et puis tout ce qui permettra aussi de faire en sorte que la guerre soit la moins horrible possible. On ne souhaite pas la mort de civils, la mort d'innocents, la mort d'enfants. Donc tout ce qui peut permettre que cette guerre horrible soit la moins horrible possible, oui, est souhaitable. J'aimerais qu'on regarde avec vous un reportage parce que le témoignage d'une femme qui a perdu son mari et ses 2 filles et qui, elle aussi, a des otages dans ses proches, a été recueilli par nos reporters. Écoutez ce qu'elle dit. Elle était dans le kibboutz de Nahal Oz. Écoutez ce qu'elle dit dans ce résumé fait par Marie-Victoire Dieudonné et Adrien Spiteri. 6 semaines après l'attaque, la vie est encore hantée par les images des massacres. Ce jour-là, retranchée dans sa maison, elle tente de rassurer l'une de ses filles dans ses bras. Les terroristes du Hamas viennent de prendre pour cible le kibboutz Nahal Oz. Après 3 heures de cris et de violence, son mari est enlevé. Devant les enfants, ils ont quelques instants pour se dire adieu. Je lui ai dit que je l'aimais, que je gardais nos filles, que je l'attendais. Je lui ai dit aussi, ne joue pas au héros parce que je veux que tu reviennes ici. Aujourd'hui, ces 2 filles se demandent où est passé leur père. Il faut que le monde entier comprenne qu'Omri a été enlevé de notre maison, en caleçon, sans chaussures, et que nous avons besoin qu'il revienne.
Il y a plusieurs semaines, Lavie a appris que son mari se trouvait à Gaza. Depuis, elle est sans nouvelles. Nous ne voulons pas attendre 5 ou 6 ans avant qu'ils ne reviennent. Ces personnes sont des citoyens, ce ne sont pas des soldats, et il faut qu'ils reviennent. Lavie vit désormais avec ses parents et ses 2 filles dans le kibboutz Kramim, une petite communauté à la frontière de la Cisjordanie. Eva Mann, vous devez vous poser les mêmes questions que cette jeune femme. Comment vont-ils? Est-ce qu'ils sont bien traités? Est-ce qu'ils ont à manger? Est-ce qu'ils sont frappés? C'est ces questions-là que vous vous posez sans cesse? Oui, moi je pense qu'on a chacun nos obsessions. Moi, c'est est-ce qu'ils voient la lumière du jour? C'est la mienne. Est-ce qu'ils ont vu la lumière du jour depuis toutes ces semaines? Je pense à ma cousine qui a 17 ans, encore une fois. Je pense à toutes les horreurs qu'elle doit subir. Et puis je pense à sa mère, à ma cousine aussi, qui a certainement vu mourir son mari et sa fille aînée avant d'être prise en otage. Et donc, voilà, je pense que ça dépasse l'entendement. Bien sûr, votre témoignage est très important. Rachel Kahn, on est tous saisis évidemment par l'émotion ce soir, mais il y a cet espoir, voilà, que certains d'entre eux, par le biais de ces négociations sous l'égide du Qatar, puissent aboutir. Tout à fait. D'abord, vous dire merci d'être en plateau aussi, parce que c'est vrai qu'on a besoin, malgré la difficulté de ce témoignage, afin de se rendre compte, et, même si on ne peut pas se rendre compte, mais en tout cas de poser vos mots dans notre esprit aussi, c'est important. Et effectivement, cette petite lueur d'espoir, cette attente, mais une nouvelle fois à souligner cette guerre psychologique dans laquelle nous met le Hamas depuis le 7 octobre. Et effectivement, et on le voit aussi en France, à quel point l'ensemble de la société a été fragilisé par cette attaque-là. Mais j'ai l'impression que plus les heures avancent, plus il y a une forme quand même de prise de conscience grâce à ces témoignages, grâce à aussi justement le fait de montrer ces otages aujourd'hui, régulièrement sur cette chaîne. Et j'espère que de jour en jour, malgré la difficulté de la guerre, les gens pourront prendre conscience que on tient à nos humanités. Voilà. Tellement important. Nathan Devers. Oui, merci aussi. C'est vrai que votre parole est très, très forte. Je n'ose même pas imaginer l'état dans lequel vous avez traversé ces 6 semaines. Et en effet, ça rejoint ce que vous racontez, rejoint ce qu'on a déjà un peu dit, à savoir que le 7 octobre a été la réunion de plein de traumatismes historiques dans l'imaginaire d'Israël et dans l'imaginaire juif. Ça veut dire l'imaginaire des pogroms, la réalité qui va derrière cet imaginaire, la réalité de la Shoah par balle, même si ce sont des situations historiques différentes, tout cela a ressurgi, et la réalité typiquement israélienne de la question des otages, qui est présente dans la culture, Khatoufim, la dernière saison de la série Fauda, etc. Je voulais vous poser une question. Comment vous avez perçu la manière dont la société française percevait le sort des otages? Eva Mann. Oui. Oman, pardon. Mal, difficilement, on va dire. Après, vous savez, j'ai tellement de sentiments de tristesse, de désarroi et de peur que j'essaye de contenir la colère, de la mettre à distance, parce que sinon, c'est trop d'émotions. Mais oui, il y a certains mots, certains écrits, notamment sur les réseaux sociaux, et puis d'hommes politiques également, de députés de la République qui m'ont profondément heurtée. Heurtée, évidemment, avec tout ce qu'on a pu voir, les affiches des otages qui sont arrachées. Moi, je trouve ça inconcevable qu'on puisse faire ça. Ça, j'imagine, c'est pareil pour vous, un crève-cœur aussi. C'est un crève-cœur, surtout quand je tombe sur... tout, à chaque fois, c'est un crève-cœur. Et puis quand je vois... Il y a une image comme ça à New York où je voyais une horde je pense que c'était une manifestation qui se jetait sur la fiche de ma cousine de 17 ans et qui l'arrachait comme ça. Et je voyais une jeune femme qui essayait de la défendre et qui disait « Don't touch her, ne la touchez pas ». Et j'avais envie de hurler, mais ne la touchez pas. Vous savez ce qu'elle vit en ce moment, ne la touchez pas. Ce Don't touch her,
Il m'a tellement bouleversée. Et on pense évidemment à elle. Louis de Ragnel, des négociations en cours qui pourraient être annoncées, finalisées là dans les toutes prochaines heures. On est bien d'accord. On parle même du début de la soirée, donc une annonce qui devrait être faite, en tout cas en théorie, par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Donc c'est une négociation qui est très très complexe, avec énormément d'éléments, le nombre d'otages, les contreparties, tout ça, et d'une complexité absolue, avec ce dilemme aussi pour les Israéliens, de savoir comment est-ce qu'on fait pour continuer l'offensive pour éradiquer le Hamas, tout en préservant la vie des otages, en gardant cette capacité de négociation. Tout ça est très compliqué. J'avais juste une question à vous poser. Est-ce que depuis le 7 octobre, si on met de côté toute dimension politique, est-ce que vous vous sentez soutenu par Israël, par la France, par vos pays, par voilà, est-ce que on s'occupe de vous? Est-ce qu'on vous vous sentez accompagné? Et puis est-ce qu'on vous donne des nouvelles? Alors les nouvelles, non, absolument aucune, vraiment zéro. En termes de soutien, à titre personnel, moi j'ai un cas particulier, c'est que pendant un mois j'ai rien dit, je me suis pas manifestée. Ma famille n'est pas française, elle est israélienne, donc je fais pas partie voilà, je savais que j'avais aucun moyen de pression, on va dire, donc j'étais dans le silence. Depuis que j'ai commencé à prendre la parole, oui, je sens un soutien, et ça, voilà, je pense que l'action est la plus forte que tout. J'ai eu l'occasion de rencontrer des hommes politiques français, j'ai eu l'occasion de rencontrer des associations, des ambassadeurs, etc. Et voilà, on sent qu'on est quelques-uns à essayer au moins de porter leur parole, de ne pas les oublier, de les faire exister et de s'assurer que nos mots font une forme de pression générale sur de potentielles négociations. Général Vincent Desportes, vous êtes avec nous pour ce témoignage très important, très fort. On sait que c'est un moyen de pression, évidemment, qu'a le Hamas sur le gouvernement israélien et sur le monde entier, parce qu'il y a des otages de toute nationalité. Est-ce qu'il va en jouer? Est-ce qu'il va y avoir un marché de dupes? Ou est-ce qu'on peut espérer qu'il y aura vraiment des otages relâchés ce soir ou demain? Non, je crois qu'il y aura des otages relâchés, parce que c'est dans l'intérêt du Hamas de le faire, et de faire durer le plus longtemps possible, de manière à ce que la trêve perdure, qu'il puisse se réorganiser. On voit bien que c'est un chantage absolument horrible, mais on voit bien que le Hamas a la main, et que M. Netanyahou, possiblement, aurait préféré ne pas avoir à s'arrêter. Mais tenons compte du fait que finalement, il n'est parvenu à aucun objectif concret. Il n'a pas trouvé l'état-major du Hamas ou l'hôpital Al-Shifa. Il est obligé de lâcher un peu de l'Est vis-à-vis de la population israélienne. Donc il est obligé, et c'est bien, je crois, pour les otages. Donc ça va se faire comme ça, mais c'est bien le Hamas qui tient Israël par le bout du nez. Depuis le début, on le savait. C'était un levier politique considérable qu'avait le Hamas, et il en jouera évidemment jusqu'au bout. Vous êtes d'accord avec ça, Ève? C'est un levier politique, évidemment. Oui, c'est un levier politique. J'ai plus de difficultés à parler de politique, encore plus de politique israélienne. Oui, bien sûr. Mais là, je ne vous demande pas de rentrer dans ce débat-là. Mais il est clair que cette libération des otages est un enjeu central et crucial pour la population israélienne qui campe devant le siège de Tsahal, qui interpelle en permanence le Premier ministre en disant « Attention, vos bombardements peuvent aussi tuer nos otages ». Évidemment. Évidemment, c'est une population... Enfin, en plus, vous le savez, les otages viennent de personnes, de familles très à gauche, en partie, des kibbutz, des festivals pour la paix, des jeunes qui, en plus, ils n'étaient pas complètement acquis à la cause de Netanyahou, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, c'est une pression politique importante. J'aimerais qu'on parte à Tel Aviv, rejoindre Thibaut Marcheteau et Fabrice Elsner, nos envoyés spéciaux. Vous êtes à l'endroit où il y a un rassemblement en ce moment même de familles d'otages, comme je le disais, devant le quartier général de l'armée israélienne. Et en parallèle, on a le Premier ministre qui enchaîne les réunions pour, on l'espère, aboutir à une annonce de libération. Absolument, Laurence, vous le voyez, Jurs
juste derrière moi, je vais vous décrire tout ce qui se passe autour de nous. On a donc ces personnes qui se sont rassemblées devant le quartier général de l'armée israélienne et qui brandissent ces visages d'otages. Ces 240 otages qui sont encore retenus aujourd'hui dans la bande de Gaza. Ce rassemblement, il a eu lieu spontanément. Hier, je vous rappelle qu'il y a les personnes qui sont rendues devant le siège de l'UNICEF pour manifester, notamment sur le cas des 40 enfants qui sont encore retenus dans la bande de Gaza. Il y a également le Premier ministre israélien qui a reçu certaines familles d'otages hier, et pour leur dire que les otages étaient encore une priorité de la libération des otages. Et c'est en ce moment que le Premier ministre israélien reçoit son cabinet de guerre, son cabinet de sécurité, mais également son gouvernement. On attend une annonce prochainement sur les suites de ces négociations concernant un éventuel cessez-le-feu et donc la libération d'otages. Merci beaucoup Thibault Marcheteau, Fabrice Elsner. Et au moment où il y a cette pression physique que font les familles d'otages devant l'armée israélienne. Est-ce que vous regrettez le silence de grandes organisations humanitaires, je pense l'UNICEF, la Croix-Rouge, sur le sort des enfants otages notamment? C'est une question Je sais, je vous dis, j'essaie. Qui vous gêne? Oui, ça me gêne. Parce que ça me gêne parce que c'est des associations à qui j'ai donné énormément, qui sont pour moi des références mondiales et sans aucun parti pris, et que j'arrive pas à y croire en fait. Je les défends même. Je dis mais peut-être qu'on ne sait pas, peut-être qu'il y a des négociations dont on n'est pas au courant. C'est inimaginable d'imaginer que ce silence, oui, je le comprends pas et j'arrive pas à l'accepter, donc je veux même pas le commenter. Mais c'est ce que vous disiez tout à l'heure, cette incapacité à dénoncer deux choses à la fois. Pas pour des organismes qui doivent être neutres au milieu et dénoncer le mal quand le mal est le mal, et ils sont effectivement incapables. J'ai une dernière question, Ève. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ceux qui sont vos proches, qui sont actuellement détenus? Tenez bon et gardez courage. On peut espérer que vous soyez libérés? Évidemment, je leur dis de tenir bon. Je leur dis que toute la famille est derrière eux, qu'on les attend avec tellement d'amour. Vous savez, aujourd'hui, c'était... non, vous ne savez pas, mais c'était une cérémonie funéraire pour mon cousin et sa fille. Il y a une tradition au bout de 30 jours. Je pense que ma famille a espéré jusqu'au dernier moment qu'ils puissent être là. Déjà, pas être là pour leur enterrement, pas être là pour cette cérémonie. Qu'ils reviennent et qu'ils reviennent pour qu'on puisse célébrer la vie. Merci beaucoup de ce très beau témoignage ce soir dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Merci à vous d'être venus.